nom de notre association. Donc, ceux qui ne la connaissent pas, nous appelons Samba l'Antique. Et nous sommes une association qui cherche à promouvoir l'Antiquité, donc auprès des étudiants, via son histoire et sa culture. Nous organisons plusieurs événements, que ce soit des voyages, qui sont souvent suivis d'expositions photos. Le prochain aura lieu en Provence, on en parlera une autre fois. Nous organisons également des cycles de conférences, comme celle de 15 espèces. Celui de cette année s'intitule Aux armes et traitera un peu des guerres antiques et des guerriers anciens également. Nous sommes aujourd'hui sur la première des conférences de ce cycle avec Julien Altassini qui nous parle gentiment aujourd'hui de la première éthique. Donc je vais introduire brièvement également Julien, qui est ici, mais qui avant était non mais parce que j'ai fait un appel de bêtises, mais était un normalien. Oui. Voilà, c'était notre premier dans ce moment. Donc un normalien qui a ensuite fait son master dirigé par Vincent Azoulay et Violaine Sévillotte-Huchet. Donc la première année, si je ne me trompe pas encore une fois, tu t'es concentré sur les ennemis de Xénophon, donc sur le chef de guerre et les prises de décision. Et la prise de décision. Et ensuite, un master 2 sur la politique chez Aîné le praticien. Donc c'est également un thème qui le reprend actuellement en thèse, car il est actuellement doctorant, à l'école des hautes études en sciences sociales, et plus particulièrement dans le laboratoire d'anthropologie et d'histoire des mondes anciens. Donc toujours sous la direction de Vincent Azoulay, mais également sous la direction d'Isabelle Pigoumet-Ferraro. Ah oui, pardon. Et voilà, du coup, je laisse notre cher conférencier nous faire sa belle conférence. Bonne soirée. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi à Samba l'Antique de m'avoir invité pour cette première conférence du cycle. C'est très gentil de leur part. Et tout de suite, on va arrêter de discuter de moi, on va discuter plutôt de la polyarcétique des Grecs, parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Alors, la polyarcétique des Grecs. Une petite introduction, parce qu'il faut respecter les classiques. La polyarcétique des Grecs, pourquoi travailler dessus d'abord en introduction, puisque c'est un type de guerre qui, comme je vais essayer de vous le montrer, va considérablement évoluer au niveau de la période dont je vais vous parler, la période classique, qui s'étend à peu près entre 510 et 323 avant Jésus-Christ. Toutes les dates que je vais vous donner sont avant Jésus-Christ, si je ne précise pas, ça sera plus simple. Et donc, pourquoi m'intéresser à la polyarcétique? Parce que c'est un élément assez important pour les historiens d'aujourd'hui, puisqu'elle permet de comprendre notamment mieux comment on faisait déjà la guerre à l'époque, mais surtout, c'est un type de guerre très particulier qui va nous permettre de voir comment évolue et ce qu'est finalement une cité grecque et la culture grecque qui accompagne cette cité. En guise d'introduction, je vais vous présenter aussi un auteur qui va nous suivre assez longtemps ce soir, qui sera assez important, qui est Énée le Tacticien. Alors, Énée le Tacticien, malheureusement, bienvenue en histoire, on a peu de renseignements sur sa vie. Donc, brièvement, et de façon un peu lapidaire, on sait qu'il a été actif dans la première moitié du IVe siècle, que c'était un militaire et qu'il est probablement mort vers 360. Et qu'il était sans doute originaire de l'Arcadie. Donc, l'Arcadie, c'est cette région qui se trouve ici, au sud-ouest de Mycène et au nord de Sparte. Il était actif dans cette région. Et il nous a laissé, il a écrit durant sa vie et durant sa carrière 4 traités importants qui sont la polyarcétique, sur la castramétation, sur les préparatifs de guerre et sur l'intendance, mais seule la polyarcétique est parvenue jusqu'à nous. Donc là encore une source un petit peu lacunaire. Toutefois, la polyarcétique, c'est un apport précieux de ressources puisque c'est le premier manuel de guerre de l'histoire qui traite vraiment de la guerre de siège et c'est pourquoi je m'y suis particulièrement intéressé.
Alors, on parle beaucoup là de polyurcétique, de siège, de machin, de trucs, donc on va arrêter les gros mots et on va passer aux définitions. Rapidement, la polyurcétique, si on regarde un dictionnaire et qu'on ouvre sur quoi on tombe comme définition, une première définition qui concerne le siège, un petit peu lapidaire, et une deuxième définition qui va un peu plus nous satisfaire, c'est l'art de prendre ou de défendre une place forte, une fortification. C'est souvent lié à un autre terme qui s'appelle la castramétation, qui là concerne la façon là de construire des fortifications ou des ouvrages de défense. Donc ce sont deux termes qui sont étroitement liés finalement, puisque quand on veut faire un siège, il faut d'abord construire des ouvrages de défense. Mais ce soir, je vais particulièrement me pencher sur la polyurcétique, donc moins la façon dont on va bâtir ces défenses, que la façon dont on va les utiliser pour mener à bien un siège ou pour y résister. Voilà. Ce que j'avais à dire, non, pardon, pour les latinistes, parce que je sais que vous dans la salle, l'équivalent de la polyurcétique, on parle le terme est obsidios, le siège en latin, on parle parfois de complexe obsidional, donc la peur du siège ou le fait de se sentir souvent assiégé. Donc vous pourrez croiser ce terme dans les textes ou dans la conférence, donc je vais l'utiliser. Voilà. Pour les définitions, la définition, pour une définition un peu plus approfondie, je vais vous proposer ces quelques phrases qui sont issues de l'introduction de la polyurcétique des métacticiens et qui résument ce qui, pour les Grecs, pour un Grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, pouvait être la polyurcétique. Je vais dire ça rapidement. Lorsque les hommes qui ont quitté leur pays pour faire la guerre ont tombé au-delà des frontières des combats et des dangers, ils restent survivants après un échec sur terre ou sur mer, leur propre territoire, leur ville et leur patrie, de sorte qu'ils ne sauraient être détruits tout entiers. Mais lorsqu'on doit affronter les périls pour défendre les biens les plus précieux, sanctuaires, patrie, parents, enfants et tout ce qu'on possède, les conditions du combat ne sont plus identiques ni même semblables. En effet, dans le cadre d'une expédition, l'ordonnance des troupes est en fonction du déroulement de l'itinéraire, selon qu'il passe à des points dangereux, endroits fortifiés naturellement, défilés, terrain plat, hauteur sur la droite, lieu propice aux embuscades, en fonction aussi de la traversée des cours d'eau et des formations de combat qui résultent de toutes ces difficultés. Mais quand les forces armées sont enfermées dans les murs et que leur objectif est la sûreté des citoyens, les dispositions à prendre ne sont plus en rapport avec rien de tel, mais avec les emplacements de la ville et avec les dangers qu'elle court. Donc, on voit chez les tacticiens déjà, à partir du IVe siècle, une évolution dans l'art de la guerre avec cette différenciation qu'on fait entre les expéditions, donc les guerres qu'on va faire à l'extérieur, et les guerres de défense, la guerre de siège, qui vont avoir des objectifs semblables, puisque l'expédition vise un gain ou vise une opération qui a lieu en dehors du territoire, alors que le siège, lui, menace l'identité même de la cité, la survie même de la cité. Donc c'est un premier pas en avant, en fait, ou une première évolution qu'on peut noter pour l'intérêt de la guerre de siège, et qui va particulièrement nous intéresser dans la recherche en histoire, puisque, comme le dit Aimé dans la dernière phrase, c'est avec la guerre de siège l'identité, la survie même de la cité qui se joue. Et du coup, ce cas limite de guerre va nous permettre de voir beaucoup d'éléments qui constituent la cité ou qui atteignent des moments limites, ce qui permet de bien les mettre en lumière dans nos sources. Alors, un siège chez les Grecs. Qu'est-ce qu'un siège? Pourquoi parler de la polyurcétique? Enfin, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un siège? Alors, première chose que je vais vous demander, c'est d'oublier la majorité des choses que vous semblez savoir, que vous pensez savoir sur ce qu'est un siège. Oubliez tous les films que vous avez vus. Je sais pas, on a 3, au début des années 2000, je sais pas, je n'en ai pas trop en tête, mais oubliez les films, les effets pyrotechniques, les gens qui courent dans tous les sens, les flèches qui fusent. Voilà. Ça, c'est des manœuvres et appareils qui existent. C'est littéralement apprendre au sens littéral. On attend, on s'assoit et on attend. Donc,
le siège est avant tout un investissement. Un investissement en termes militaires. On parle d'investir une ville quand on essaie de la boucler, de l'enfermer dans des murs. Par exemple, on y reviendra dans ce schéma du siège de Syracuse en 416-413 par les Athéniens, où on voit en rouge les différentes murailles qu'ont construit les Athéniens autour de la cité de Syracuse pour les empêcher de sortir, pour les obliger à se rendre. Mais donc c'est un investissement en termes militaires, mais c'est aussi un investissement en termes de temps. C'est une activité longue et coûteuse en termes de ressources pour l'assaillant comme le défenseur, puisqu'il faut pouvoir amener le siège à terme. Un siège peut être très long. C'est ce qui fait la particularité de cette guerre, c'est une guerre où finalement on a peu de moments intenses de confrontation, mais un temps très long de guerre psychologique. Alors, pour vous donner un exemple un peu extrême, mais qui sera parlant et qui fera un peu le pont avec la prochaine conférence que vous allez avoir dans le cycle, sur ce qu'est un siège, j'ai choisi de vous présenter l'exemple littéraire de la guerre de Troie, qui est finalement le siège par excellence. Alors, certes, la guerre de Troie est censée se passer bien avant la période dont je vais vous parler, et c'est un exemple littéraire, mais il a de ça qui récapitule tous les éléments de ce qui constitue le siège pour les Grecs. Et donc, il va être bien pratique pour introduire la notion de siège. Alors, un siège, c'est marqué par plusieurs éléments. D'abord, une longueur temporelle. Dans le cas de la guerre de Troie, 10 ans. Voilà, là, je pense qu'on est sur une certaine longueur. Il est coûteux en ressources, en hommes notamment. Chez Homère, au champ 3, on a ce qu'on appelle le catalogue des vaisseaux. Donc, les Achéens arrivent avec 1186 nefs. Et certains chercheurs se sont amusés à calculer, selon Homère, ça fait entre 60 000 et 140 000 Achéens. C'est bien entendu une exagération, car on imagine mal à cette époque une armée de ce nombre qui puisse être entretenue, surtout sur un siège aussi long, mais ça montre bien que le siège est une activité coûteuse, un investissement en termes de ressources, pas qu'en termes de temps. Ce qui va caractériser le siège, c'est la présence de murailles ou de fortifications, de constructions défensives qui vont devenir en fait une espèce de butoir autour duquel va se faire le siège. La muraille, dans l'Iliade, elle est vue comme infranchissable. C'est un obstacle qui est indestructible, infranchissable pour les Achéens, ou dont le coût humain serait tellement exorbitant que ce n'est pas judicieux de vouloir s'en emparer par la force. C'est ce que dit au chant 6 Andromaque à Hector quand elle lui conseille de revenir derrière la muraille. Elle dit que les Achéens ont échoué déjà 2 fois devant les portes C, donc la muraille se pose comme une limite qui va en fait donner sa particularité au siège. Alors j'ai dit aussi que le siège, le but du siège pour l'assaillant, c'était d'enfermer la cité sur elle-même, de la contraindre, de la rendre étanche à l'extérieur, mais dans les faits, cette étanchéité est assez relative et c'est ce qui se voit dans l'épopée, dans l'Iliade, puisqu'on voit des circulations assez nombreuses finalement, des Troyens qui rentrent et qui sortent des murailles, qui vont livrer combat dans la plaine, ou bien qui reçoivent des renforts, comme des renforts Amazon par exemple. Donc on a une étanchéité plus ou moins prononcée de la cité dans le siège, c'est aussi ce qui fait la particularité de cette guerre. Un autre élément qui est souvent oublié en fait quand on parle de siège et sur lequel on va un peu insister, c'est l'étendue, c'est le territoire, c'est la géographie du siège, dans le sens où quand on parle de siège, quand on parle d'investissement, d'assiègement, tout de suite on a en tête l'image du château fort, des gens enfermés dans leur muraille qui ne peuvent plus sortir, et on voit le siège comme un microcosme, un endroit un phénomène qui se déroule à un endroit précis, un lieu très minimal, juste la fortification. Or, ce qui apparaît à la fois dans l'Iliade et dans les sources, c'est que le siège est à comprendre dans une géographie complexe, assez étendue. Et dans le cas de l'Iliade, c'est assez
assez visible, puisque quasiment toute l'action du siège se déroule entre le début des murailles, le pied des murailles, et la mer. Sur une géographie assez complexe, on a des combats près du fleuve Scamander, on a des combats devant la porte de la cité, on a des combats qui vont jusque dans le camp des Achéens, près des nefs. Donc on a vraiment une géographie qui est à prendre dans son ensemble et pas juste restreinte à l'espace même de la cité délimitée par la muraille. Le siège va au-delà de la muraille de la seule cité, il se déroule sur toute l'étendue du territoire. Et enfin, un dernier élément qui est constitutif du siège pour les anciens, en tout cas au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est la préséance de la ruse pour tout ce qui va mettre fin au siège. Et dans l'exemple de Troie, c'est le fameux exemple du cheval de Troie. Finalement, la ville tombe parce que Ulysse est assez rusé pour faire rentrer des hommes via le cheval de Troie dans la cité et faire ouvrir les portes. On ne prend pas la cité par la force, c'est la ruse qui va faire tomber la cité. Et la cité. Donc, comme je l'ai dit, c'est un exemple littéraire extrême qui n'a pas vocation forcément à représenter la réalité, mais qui permet en fait de repérer à travers tous les éléments que je viens de vous citer ce qu'est un siège et ce qui va nous intéresser particulièrement quand on s'intéresse au siège. Pour un exemple, en passant un peu plus historique, les sièges peuvent être très longs en Antiquité, on parle de 10 ans pour l'Iliade, mais en 379, à l'automne, Sparte s'empare d'une ville appelée Olynte, en Béotie, et elle s'en empare après 30 mois de siège, donc 2 ans et demi. Donc ce n'est pas juste un topos littéraire et épique d'avoir un siège qui dure très longtemps, c'est aussi une réalité. 30 mois de siège, c'est extrêmement long à soutenir pour la cité qui est assiégée, mais aussi pour la cité qui assiège. Alors, comment comprendre en fait cette particularité de la guerre de siège vraiment? Eh bien, il faut revenir à ce qu'est la guerre en soi dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la guerre, c'est quelque chose de courant, c'est annuel, ça revient cycliquement. C'est une situation finalement normale qui alterne avec la paix. On a des moments de guerre, des périodes de guerre, des périodes de paix. La guerre n'est absolument pas vue comme une période d'exception. Tout au contraire, en fait. Ce serait anormal de ne pas avoir cette alternance. La guerre aussi, dans l'Antiquité, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle mobilise le corps citoyen. Les soldats, ce sont tous des citoyens en même temps, à de rares exceptions comme les mercenaires ou certains esclaves qui servent de valets d'armes, mais dans l'ensemble, la guerre est pensée comme étant faite par des soldats citoyens, et donc pas forcément des professionnels de la guerre. Ce qu'il en ressort, c'est... la guerre mobilise le corps citoyen, ce qui va induire un certain nombre d'éléments pour la guerre en général. En général, les opérations sont courtes, puisque les expéditions ne sont pas forcément, sont assez limitées dans le temps, et que la vie de la cité, le commerce, la politique, la production de biens, de ressources, ne s'interrompent pas pendant cette période où on mobilise le corps citoyen. Donc il y a une nécessité pour la guerre, dans l'Antiquité, de se dérouler sur un temps réduit, sur une saison, voire moins, pour des opérations courtes, parce que les soldats ont autre chose à faire. Ils doivent aller au champ, ils doivent être artisans en même temps, ou tout simplement ils doivent participer à la politique de la cité, au travers des assemblées. Donc, il y a cette tension-là dans l'Antiquité, avec cette alternance guerre-paix, qui n'est pas forcément facile à comprendre aujourd'hui, avec nos guerres modernes, ou les guerres de la période contemporaine, où c'est la guerre qui figure d'anomalie, comme pendant la Première Guerre mondiale, ou qui apparaît comme 4 ans, d'exception, finalement, où l'économie est régentée, où on a une économie entièrement tournée vers la guerre, à côté d'une période qui serait normale, d'un cycle qui serait normal, qui serait une période de paix. Ici, on a une alternance annuelle, régulière. Donc, à côté de ça, à côté de ces guerres normales, limitées dans le temps, que sont ces cycles
guerriers d'expédition, on a cette guerre particulière qui est la guerre de siège et qui va finalement à l'encontre de tout ce que je viens de vous dire sur la guerre qui a été pensée par les Grecs. Puisqu'elle est longue, elle mobilise des hommes à temps plein et elle a pour enjeu la survie de la cité. Alors que normalement les expéditions sont plus pour enjeu un rapport de force ou une question de prestige ou de règlement de conflits entre cités. C'est-à-dire qu'on va mener campagne contre une cité adverse, on va s'affronter et le gagnant va retirer les bénéfices, il va agrandir son territoire ou alors il va recevoir des réparations pour tel événement ou autre. Mais c'est finalement une manière normale, une façon qu'ont les cités, les communautés politiques, de communiquer entre elles, d'interagir entre elles. Ici, avec la guerre de siège, on passe dans un extrême supérieur, puisque si les défenseurs perdent, c'est la cité, la ville comme communauté politique qui disparaît. Donc il y a un enjeu de survie extrême. Voilà pour ce qui est de la définition de la guerre de siège et de ses particularités. Je voulais vous proposer du coup une petite chronologie de la paléoceltique à l'époque classique, histoire de mettre quelques jalons. Ça me permettra de revoir deux, trois trucs que vous aurez sans doute déjà vus en cours d'histoire. Même si je ne serai pas exhaustif, parce que je n'ai pas vocation à vous faire un cours magistral, mais si vous avez des questions, on pourra en parler à la fin. Donc, pour cette chronologie, il fallait bien que je commence par les habituelles guerres médiques entre 490 et 479, qui sont des guerres où l'Empire perse tente de soumettre la Grèce à sa domination. Ce qu'on voit au moment de ces guerres médiques, c'est qu'on reste dans une guerre principalement hoplitique, ou du moins du point de vue des Grecs. La guerre est pensée comme devant se dérouler, comme devant être faite par les hoplites. Donc on pense la stratégie de façon hoplitique, c'est-à-dire qu'on rassemble les citoyens, on constitue des régiments d'hoplites et on va dans la plaine pour aller combattre l'adversaire. On n'a pas une réaction de la part des cités qui serait de se replier derrière leur rempart pour attendre l'ennemi. La guerre est vraiment pensée comme se déroulant dans la plaine, donc comme une guerre, dans ce cas-là, de cyclique, d'annuel, de régulier pour les Grecs. La preuve peut en être, en 480, le siège d'Athènes, où finalement ne siège que le nom, puisque la cité avait été abandonnée par les Athéniens, qui se sont réfugiés sur l'île de Salamine avec leurs navires. Et donc Athènes a été rasée par la Perse au cours de ce qu'on appelle un siège. Il y avait quelques irréductibles gaulois mais athéniens qui étaient restés et pour qui ça s'est mal passé. Mais on voit en tout cas que le siège n'est pas envisagé comme une solution viable par les Athéniens. Ils préfèrent déserter leur cité et provoquer un combat naval qui reproduit en fait sur mer l'affrontement hoplitique avec la flotte perse, plutôt que de soutenir le siège derrière leur muraille. Donc on voit qu'au début de la période, la guerre de siège n'est pas envisagée comme une solution pérenne, ou même pas vraiment envisagée comme une solution du tout. À la suite de la victoire des Grecs dans les guerres médiques, on a un deuxième temps qui est la naissance ou le premier essor de la période celtique, avec cette première période de 461-456 et de l'année 445, où vont être bâtis en Athènes sous l'impulsion de Thémistocle puis de Périclès, les hommes politiques forts de la période, ce qu'on appelle les longs murs d'Athènes. Alors les longs murs, voilà, merci de la carte. C'est ce que vous voyez dessiné, ce que vous voyez en noir ici. Ce sont ces murs de 4 à 6 km de long qui relient la ville, le centre d'Athènes, la ville, la cité en elle-même, à son port principal, le Pirée. Qu'est-ce que ça change ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la ville se transforme pour finalement soutenir un siège. En se dotant de ces longs murs, en construisant 2 longs murs avec un espace de 2 km de long entre les 2 murs, la cité peut, au besoin, se refermer sur elle-même et former une espèce de tout autonome coupé du territoire. Ce qui n'était pas le cas quand la ville était séparée du port. Donc on voit donc une première évolution de la pensée guerrière avec cette notion qui émerge de la possibilité de tenir un siège
plutôt que d'aller affronter l'ennemi directement dans la plaine ou sur mer. Et il faut voir aussi qu'Athènes, c'est l'exemple le plus connu qu'on ait, mais d'autres cités connaissent un processus similaire. À Corinthe aussi, on a la construction de longues murs qui sont plutôt attestés au IVe siècle, mais qui montrent cette évolution progressive de la pensée guerrière. À la suite donc, de ces guerres médiques, de cette première période de maturation, on a vraiment un premier apogée de la guerre de siège en tant que telle, avec la guerre du Péloponnèse en 431-404, avec un tournant majeur dans l'histoire de la politique celtique, dès 431, avec ce qu'on appelle la stratégie péricléenne. Donc, pour un petit résumé, la stratégie péricléenne, c'est la stratégie mise en place par Athènes sous l'impulsion de Périclès, qui était à ce moment-là l'homme fort, l'homme politique fort de la cité, qui vise à créer une guerre, enfin, mener la guerre d'une façon qui est jusque-là inédite. Puisque ce que Périclès propose dans l'affrontement d'Athènes contre Sparte, sachant que les Athéniens ont moins bonne réputation au combat terrestre que les Spartiates, et qui risquent de perdre en les confronter directement, ce que propose Périclès, c'est d'abandonner totalement le territoire d'Athènes et de se replier, l'intégralité de la population d'Athènes, 40 000 citoyens à l'époque, dans l'enceinte des murailles et des longs murs et du Pirée. Donc c'est inédit puisque c'est la première fois qu'est attestée cette stratégie de se replier à l'intérieur, derrière les murailles, et de refuser le combat terrestre avec l'ennemi, sachant que la vision de Périclès est à long terme, une guerre qui, là aussi, est une vision qui est aussi inédite, puisqu'il pense une guerre future qui sera menée par Athènes via la flotte, puisque Athènes a la maîtrise de la mer, au contraire de cela. Donc, c'est ce tournant majeur, en fait, qui va marquer un premier apogée de la politique celtique avec cette stratégie péricléenne, contre lesquels les Spartiates vont buter, puisqu'ils vont ravager ce qu'on appelle la guerre d'Archidamos en 431 et 425 à peu près, le territoire athénien. Ils vont venir pour livrer bataille, on leur refuse la bataille, et donc ils vont piller les terres athéniennes, mais sans succès, sans réussir à faire plier la cité qui s'approvisionne en grains par la mer, via ce port et via les routes. Donc c'est un premier moment où finalement on se retrouve face à une situation inédite, tant pour les Athéniens que pour les Spartiates, qui sont mis en échec finalement par cette stratégie. Même si cette stratégie a aussi des revers, parce que l'entassement de la population dans la cité confronte aussi les Athéniens à une peste, donc une épidémie, une maladie qu'on n'a pas identifiée aujourd'hui, et qui décime la population. Mais en tout cas, en ce qui concerne le siège, on a ce premier basculement. Un deuxième basculement qui intervient avec l'expédition de Sicile en 416-413, où Athènes vote une expédition contre Syracuse qui va mener à un siège, la carte, au siège de Syracuse. Et c'est là qu'on va avoir un des premiers exemples de siège mené par une cité grecque contre notre cité grecque, avec cette, comme je l'expliquais au début, cette volonté d'enfermer l'adversaire dans sa cité. Donc, si je prends les cartes, celle de gauche, on a en noir les limites des remparts de Syracuse, et en rouge, on voit, alors avec le camp principal des Athéniens qui se situe ici, des efforts qui sont faits de la part des Athéniens, non pas pour prendre frontalement d'assaut la cité, mais pour l'obliger à se rendre en la poussant à la famine, et pour ça, il faut la couper de toutes ces sources d'approvisionnement, il faut empêcher les citoyens de sortir. Donc on construit des murs, 2 rangées de murailles, on ferme le port avec des chaînes et un camp qui est mis à l'entrée du port pour empêcher le ravitaillement ou les secours d'arriver. C'est ce qui est marqué schématiquement de la même manière ici.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la réponse qui est apportée par les Syracusains, qui, eux, vont construire des murs perpendiculaires à ceux des Athéniens et vont finir par réussir à en mettre un, ici, en jaune, qui va ruiner les efforts des Athéniens, puisqu'ils vont les empêcher de fermer hermétiquement la cité. Donc, un siège qui est un échec, puisque les Athéniens finissent par perdre la bataille, et l'expédition, les soldats de l'expédition sont finalement capturés par les Syracusains et les Spartiates, et réduits en esclavage. Mais c'est un premier moment assez important dans l'histoire du siège de cette expédition de Sicile, puisqu'on voit se développer des techniques qui n'étaient jusque-là pas utilisées, ces techniques d'investissement, de construction de murs contre murailles. À la suite de cette expédition, on a un autre élément important qui va jouer dans le siège, c'est la tactique spartiate de l'installation à Décélie. C'est-à-dire que les Spartiates, voyant qu'ils n'arrivent à rien à Athènes, vont plus ou moins copier la tactique des Athéniens en Sicile et se rendent compte qu'eux aussi peuvent se mettre de façon permanente sur le territoire athénien. Donc ils vont construire une garnison au nord d'Athènes, à un endroit appelé Décélie, et à partir de là, ils vont laisser une garnison permanente pour le reste de la guerre, et à partir de là, ils vont mener des opérations terrestres, de ravage, de pillage systématiques pour faire plier la cité. Enfin, pour finir avec la guerre du Péloponnèse, en 404, on a la fin de la guerre, avec notamment la destruction des murs dans la reddition athénienne. C'est une des conditions de la reddition athénienne. Les Spartiates exigent que soient détruits les murs. Alors, la guerre du Péloponnèse est intéressante à beaucoup d'égards, mais pour la politique celtique particulièrement, puisque, comme on le voit, au cours de cette petite trentaine d'années, finalement, c'est la guerre de siège qui est entrée dans les stratégies de guerre et qui a modifié toutes les stratégies de guerre, puisqu'on est passé, dès le début avec la stratégie péricléenne, d'une guerre hoplitique, une guerre cyclique, à une guerre de siège, pensée pour être longue et pensée pour être presque une guerre qui mobilise en permanence la cité. Donc la guerre de siège a fait son entrée en fait sur les terrains de la guerre. On va aller un petit peu plus vite sur le 4e siècle avec quelques dates importantes. Donc déjà dès 394 la reconstruction des longs murs d'Athènes qui montre avec la reconstitution de la puissance athénienne que finalement cette stratégie de guerre de siège est entrée dans les mœurs, puisque l'une des premières mesures, c'est de reconstruire la muraille, de reconstruire la possibilité de résister dans un siège. On a ensuite un élément important, alors déjà en 382, avec la prise de l'Académie par les Spartiates, qui est libérée en 379 par les Clans, l'Académie qui est l'acropole de Thèbes. Et en 371-362, nous avons un moment intéressant de l'hégémonie thébaine, c'est-à-dire un moment où la cité de Thèbes règne sur la Grèce, dans le sens où elle arrive à militairement imposer sa domination aux autres cités. Et en tout cas, à les tenir en échec. Ce qui est intéressant avec cette hégémonie thébaine, outre de nombreuses innovations derrière, c'est que un siège est mis devant Sparte en 362, avant la bataille de Mantinée, mais on y reviendra un peu plus tard, je vais vous donner la date. Une autre date importante pour ce 4e siècle, c'est les environs de 360, qui est le terminus aquam de la rédaction de la politique celtique par Aimé Tacticien, puisque c'est à peu près à cette date qu'on date la mort d'Aimé Tacticien, et donc ça nous donne une limite basse pour la fin de l'écriture de la politique celtique. Donc ce manuel, on va parler en introduction. La suite, la fin surtout la deuxième moitié du 4e siècle, elle est marquée par un fait important, c'est la puissance montante de la Macédoine, qui va là aussi marquer un second tournant finalement dans la guerre de siège. On avait un premier moment avec les guerres mythiques jusqu'à la guerre du Péloponnèse, où la guerre de siège était assez peu considérée, puis la guerre du Péloponnèse qui l'a fait entrer véritablement dans la pratique guerrière. Et enfin, la période qu'on pourrait vraiment appeler macédonienne, avec d'abord en 359-336 le règne de Philippe II de Macédoine, puis en 336-323 le règne d'Alexandre, qui vont mener la politique celtique
à un niveau encore supérieur, puisque ces deux rois de Macédoine vont, entre autres conquêtes guerrières, pratiquer beaucoup de sièges. Ils vont transformer la façon dont on fait le siège avec l'introduction de machines beaucoup plus performantes et de techniques nouvelles qui se voient notamment en 348 avec le siège de Rome par Philippe II qui est prise par ruse et qui finit par être rasé, ou le siège de Tyr en 332 par Alexandre, où Alexandre a développé de nouvelles techniques en construisant une rampe d'accès à la presqu'île qui est Tyr, a mis en place des tourelles pour surélever les catapultes. On a un déploiement extrême de nouvelles techniques pour accélérer les sièges. Et donc c'est un second moment important de la polyurcétique, qui finalement se poursuit et s'achève, pour en tout cas la limite de ma recherche, en 305 avec le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète, qui marque finalement une certaine apogée de ces pratiques de polyurcétique, puisque Démétrios, qui est le fils d'Antigone de Borne, qui règne à ce moment-là sur l'Asie mineure et dispute la Macédoine à d'autres généraux d'Alexandre, Démétrios donc pose le siège de Rhodes, un siège qui va durer plus d'un an, qui va se solder finalement par un compromis, un échec, puisque la ville nous l'a prise, mais il gagne quand même le surnom de Poliorcète pour avoir fait montre d'un étalage technique assez surprenant, avec un nombre de machines, de catapultes, de rambards, de rampes d'accès, de tours qui n'ont jamais été déployées jusque-là, ce qui montre bien que la guerre de siège a été menée à un certain paroxysme avec cette débauche de ressources, si je puis dire, pour s'emparer des cités. Donc, au cours de ce long siècle, de ces deux longs siècles, finalement, on a une évolution assez rapide, si je puis dire, des pratiques de guerre et des pratiques de siège, avec cet enjeu particulier du siège qui est la survie de la cité et qui en fait un type d'affrontement très particulier. Et donc un élément assez important pour comprendre la culture et la société des Grecs, puisque d'une guerre quasiment délaissée au début de la période, ça devient finalement la guerre royale par excellence, celle qui permet au roi de montrer sa puissance, comme le montre l'exemple de Démétrios Poliorcète. Donc, suite à cette chronologie, on va s'attarder un peu sur les formes que prennent le siège, parce que là, je suis très vague, voilà, qu'est-ce que c'est un siège, la chronologie. Donc, quelles sont les formes que prennent le siège, finalement? Alors, je vais commencer par une petite nuance en disant que la guerre de siège est protéiforme, c'est-à-dire que jusque-là, je vais oublier les assauts, oublier les catapultes, oublier tout ça. On en a effectivement, comme on montre la prise de Tyr, comme on montre le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète. On a ces manœuvres, et déjà avant, au début du IVe siècle, on a la mention d'appareils de siège ou d'assaut de muraille. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, et d'ailleurs la polyurcétique n'est pas muette à ce sujet. Le livre des tacticiens parle de plusieurs éléments, la façon de repousser les échelles, de venir à bout des béliers, de comment faire une sortie, de découvrir et contrer les tentatives de ça, par exemple. Mais ce qui est à constater, c'est que dans tout son manuel, qui fait 40 chapitres, on en a moins de 10, 6 qui sont consacrés à ces procédés d'affrontement direct, finalement. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que l'essentiel n'est pas dans l'assaut. L'assaut, l'utilisation de machines ne sont pas majoritaires, elles sont extrêmement minoritaires. Et ce n'est pas dû à un effet de source, parce que la polyurcétique DV nous manque de 3 derniers chapitres. Non, c'est vraiment, si ça avait été aussi central que ça, le manuel nous en aurait beaucoup plus parlé que simplement 6 petits chapitres. Et on aurait beaucoup plus d'exemples et de traces archéologiques de sièges qui mettent en
en exécution ces machines, ces assauts frontaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est que l'assaut frontal n'est pas la solution qui est retenue par les Grecs, et que le siège, que l'assaut dans un siège répond à des circonstances extrêmement particulières. C'est assez exceptionnel. Je vous parlais tout à l'heure du siège de Sparte par Epaminondas en 362, par les Prudents, en guerre contre les Spartiates. On a effectivement un assaut de la ville de Sparte, mais ce qu'il faut voir, c'est que cet assaut répond à des circonstances extrêmement particulières. D'abord, le manque de temps. L'expédition thébaine qui allait jusqu'au sud du Péloponnèse à Sparte. C'est simple. Voilà, Sparte, c'est là, au centre de la Laconie, Thèbes, c'est ici. Donc l'expédition a traversé la totalité de la et tout le nord du Péloponnèse pour arriver jusqu'à Sparte. Problème à ce moment-là, Athènes et l'Attique est alliée à Sparte. Donc on a dû passer par le territoire ennemi et on est en territoire hostile. Donc le manque de temps, parce qu'on est en territoire hostile et donc on n'a pas forcément les lignes de ravitaillement. Le manque de temps aussi parce que, comme je l'ai dit, les Athéniens sont alliés des Spartiates et d'autres cités sont alliées de Sparte et envoient des renforts pour contrer cette expédition thébaine. Donc pourquoi est-ce qu'Epaminondas choisit de mener l'assaut sur Sparte en 362? Parce qu'il n'a pas le choix en fait. S'il l'avait pu, il aurait attendu, parce que nous disent les sources, c'est ce que tend à nous confirmer. Voilà. C'est ce que tend à nous confirmer les sources et les choix qui ont été faits, c'est que d'abord, premier élément qui force l'assaut finalement, ce manque de temps. Ensuite, l'armée spartiate est à l'extérieur. On peut espérer une moindre résistance parce qu'on a moins de défenseurs à l'intérieur de la cité. Et enfin, dernier élément qui est assez important finalement, Sparte n'a pas de muraille. C'est l'une des rares cités en Grèce qui, pour des particularités idéologiques et politiques, n'a pas construit de muraille. Ce qui rend un assaut frontal beaucoup plus viable, beaucoup plus rentable. Peut-être, ou en tout cas, on peut en espérer une issue beaucoup plus favorable. Donc, les assauts, les machines de siège, oui, mais de façon très minoritaire. Comme je le disais, du coup, le siège, c'est plutôt un investissement. On attend, on prend son siège, on s'assoit, on attend, avec une mise en quarantaine la plus étanche possible par l'assaillant, qui va attendre la reddition de la cité adverse. Seulement, ça donne notre enfant parce que ça peut être très long et au-dessus des moyens de l'assaillant de soutenir le siège. Du coup, on va souvent se diriger vers une négociation pour clore un siège plutôt que par une destruction totale de la cité. Parce que tout simplement le siège finit par être coûteux. Du coup, le siège va prendre des formes qui sont asymétriques. On a une asymétrie de la confrontation et une complexité de la prise par la force qui vont tendre à faire du siège un affrontement plutôt souterrain. C'est protéiforme qui va être fait plutôt de ruse, de coups de main, de nation très rapide et de trahison. C'est une guerre qui, beaucoup plus que la guerre politique, est une guerre psychologique, de bluff. On va essayer de tromper l'adversaire, de l'amener à faire une faute. C'est une guerre de nerfs, ce sur quoi insiste particulièrement Élie dans son traité. Du coup, le fait d'être dans cette situation finalement de guerre psychologique va entraîner un certain nombre de changements, ce qui est intéressant, avec avant tout des changements des configurations sociopolitiques au sein de la cité, puisqu'une cité assiégée est soumise à un certain nombre de contraintes. On peut sortir moins souvent, quand il faut sortir pour faire des récoltes, il faut accompagner peut-être les paysans pour éviter les attaques surprises, éviter les pillages. À l'intérieur même de la cité, les institutions politiques peuvent être suspendues, puisqu'on s'en remet, en tout cas dans l'entourage d'Énée, majoritairement au général pour prendre des décisions politiques et stratégiques. Donc on a un réseau d'éléments qui vont changer finalement et transformer la vie au sein même de la cité, donc les configurations sociopolitiques et socio-spatiales aussi de la cité. Pourquoi socio-spatiale? Parce que le siège, comme je l'ai déjà dit en introduction, il y a un moment,
et d'être inscrit comme une spatialité complexe, avec une géographie qui ne se limite pas à l'espace restreint compris dans l'enceinte, mais qui englobe tout le territoire. Et les tacticiens insistent sur cette spatialité du siège qui est rarement étanche. Il ne se limite pas au mur. Alors, bien sûr, chez les on a beaucoup de mentions de comment faire garder les ports, comment vérifier que les rondes sont bien faites sur les murailles, comment entretenir la muraille, mais on a aussi beaucoup d'éléments qui nous montrent que la guerre de siège est une guerre qui s'étend sur tout le territoire, avec des expéditions qui sont menées pour aller au-devant de l'ennemi, qui sont menées pour détourner des fleuves et ralentir l'avancée de l'ennemi, qui sont menées pour impressionner l'adversaire. On a une tactique qui consiste, quand on sait qu'une cité va nous attaquer, d'aller attaquer une autre cité et de faire forte impression pour empêcher, pour finalement faire passer l'envie à l'adversaire de nous attaquer. Donc une guerre psychologique qui va avoir un impact sur toute l'étendue du territoire, puisque qui dit territoire dit aussi construction de tours, de forts, prendre des lignes repères, tenir des points stratégiques comme les cols, les entrées du territoire, qui vont transformer là aussi la cité, puisqu'ils déconcentrent le lieu de l'affrontement, finalement, en faisant ça, et va brouiller la frontière entre le civil et le militaire. On n'a pas un champ de bataille qui est circonscrit, avec deux camps bien établis l'un en face de l'autre qui vont se mettre dessus, si je puis dire, mais une multitude de lieux où tout un chacun est suspect. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur la guerre, sur le problème de la trahison, de la guerre psychologique chez Genet et chez ses commentateurs. Parce que c'est par là que va souvent se dénouer le siège. Pour finir sur cette forme du siège, ce qu'il faut comprendre dans cette période, ce 4e siècle, on a une évolution progressive de la guerre de siège qui va se faire et qui va être le résultat notamment de l'apparition d'entités politiques fortes et centralisées, notamment en Macédoine, qui vont en fait amener des changements dans la façon de faire la guerre. Et ce qui peut se voir notamment avec d'autres ouvrages théoriques un peu plus tard, comme la polyenseptique de Philon de Byzance au 3e siècle avant le Christ, qui permettent de voir cette évolution. Parce que l'émergence d'entités politiques fortes et centralisées va permettre la concentration des ressources des hommes et va permettre de mener des campagnes beaucoup plus longues. Et ça va transformer la guerre de siège en la faisant passer d'une guerre finalement pas envisagée de seconde zone à la guerre royale par excellence. Avec ces nouvelles entités fortes et centralisées, politiques fortes et centralisées, on va pouvoir mener à bien remplir toutes les conditions pour mener un siège jusqu'à son terme. Je note ici le traité de la polyenseptique de Philon de Byzance, et il est très intéressant de comparer à la polyenseptique d'Éline qui environ un siècle et demi avant, parce qu'on voit à la fois les permanences et les évolutions qui se font dans cette guerre de siècle. Tout d'abord, au contraire d'Énée, Philon de Byzance va consacrer la majorité de son traité à la fortification et à la manière de prendre ces fortifications, de les défendre, quand est-ce qu'il faut construire des tours ronds, quand est-ce qu'il faut construire des tours carrés. Donc on a une inversion des priorités finalement. Là où Énée venait en plus donner des conseils pour les assauts, chez Philon de Byzance, les assauts sont plus importants que les autres conseils sur les trahisons, sur la concorde au sein de la cité, mais restent présents. Donc on a finalement un renversement des priorités. Avec toujours, par contre, ces permanences, comme je disais, on fait toujours attention aux trahisons, à ne pas s'attirer d'ennemis à l'intérieur de la cité en prenant des mesures spécifiques pour garder l'assentiment de toutes les franges de la population, etc. etc. Enfin, pour finir un peu rapidement, pour revenir dans les questions, on va en discuter un peu plus avant si vous voulez. Je voulais vous proposer quelques pistes, quelques éléments intéressants, quelques cas d'études sur la guerre de siège qui permettent en fait de voir ces évolutions et en quoi la cité évolue et en quoi la guerre de siège permet de voir
ce qu'est une cité dans ses composantes socio-spatiales, parce que c'est une guerre limite. Alors, plusieurs choses qui pourraient permettre de voir, plusieurs thèmes qui pourraient permettre de voir ces évolutions, donc ces procédés, la communication au sein de la cité, la géographie du siège, qui est très prenante, la manière d'organiser les tours de garde, la vie en siège, il faut un équilibre entre concorde et maîtrise finalement de la population par le général, et le cas des femmes aussi, qui est intéressant, pas seulement parce que les gender studies c'est à la mode, mais parce que les femmes apparaissent dans la garde de siège, ce qui est assez rare pour le souligner, elles apparaissent en contexte de guerre. Je vais développer un peu plus ce point-là, si vous voulez, pour commencer, puisque ce qui est intéressant de voir avec la garde de siège, c'est que c'est un endroit où l'activité est guerrière, qui rentre pleinement dans la sphère guerrière, et où pourtant on voit des femmes qui d'habitude sont totalement absentes des entreprises guerrières chez les Grecs. On a donc un brouillage de la frontière genrée avec cette guerre de siège. C'est un cas limite qui permet une étude vraiment intéressante. Comme je l'ai dit, normalement, les femmes n'apparaissent pas chez les Grecs, dans les travaux guerriers, ou uniquement dans les prises de guerre. Pensez à l'Iliade, encore une fois, quand est-ce qu'on voit les femmes apparaître, ce sont des captives ou mener des chants, pas plus. Au niveau de la guerre hoplitique, les seules exceptions qu'on retrouve se trouvent chez les Perses. On a la mention d'Artémisia chez Hérodote, qui est une conseillère et chef de guerre de Thasos, ou dans le livre 3 des Helléniques, la mention de Mania, qui est la veuve d'un satrape et qui finit par remplacer ce satrape, et donc avoir une fonction de chef de guerre. Mais chez les Grecs, on ne voit pas les femmes à l'œuvre dans l'entreprise guerrière. Alors qu'avec le siège, on a ce brouillage genré, ce brouillage entre civil et militaire qui permet de les voir comme partie prenante du conflit et les voir intervenir, prendre part finalement au siège. On a ces moments, comme je vous ai dit, le siège de Sparte en 362 par la place, on a une mention des femmes qui sont sur les toits des maisons pour lancer des pierres sur les assaillants. Donc elles prennent activement part au siège, ce qui permet d'étudier en fait, la place des femmes dans la guerre. Pour donner d'autres exemples, dans la polyurcétique, elles servent aussi de leurre pour retourner une tactique ennemie contre l'adversaire, avec la mention donnée qui dit que les femmes, normalement, un raid était prévu pour enlever les femmes. On a arrêté le raid à temps, et en fait, on va embarquer les femmes sur les navires, on va voler les uniformes des morts, et on va aller dans la cité avec les navires volés, on va se camoufler, et les femmes vont servir d'appât, de leurre, et on va piller la cité qui voulait nous piller au départ. Donc, elles sont quand même partie prenante de l'expédition, parce qu'elles servent d'appât. Une mention au chapitre 40, on dit aussi qu'elles peuvent servir à remplacer au moins visuellement les hommes, dans le sens où Hélène nous dit si vous n'avez plus assez d'hommes pour faire les tours de garde et que l'ennemi est loin, il faut donner des cruches, des bâtons et autres ustensiles aux femmes et les faire passer sur les remparts pour faire croire de loin à l'ennemi que ce sont des soldats. Donc elles interviennent en fait en plein cœur du combat, ou en tout cas dans l'entreprise guerrière, dans ce qui est le cœur de la guerre de siège, en prenant part activement à cette guerre de bluff, à cette guerre de tromperie. Un autre passage qui est intéressant et qui permet de voir les femmes comme partie prenante de la guerre, c'est qu'elles peuvent servir d'espionnes. James Bond n'a rien inventé, on en parlait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, puisqu'elles peuvent servir de messagères. C'est assez simple finalement de faire d'une femme une messagère parce qu'on sait qu'elle ne sera pas fouillée à certains endroits. Donc prenez un papyrus, un bout de papier, écrivez votre message, enroulez-le et dissimulez-le dans les boucles d'oreilles d'une femme. Et elle pourra rentrer dans la cité, on ne trouvera pas de message sur elle, on ne trouvera pas d'armes, elle va pouvoir rentrer et donner son message. Donc on voit
voit que les femmes apparaissent comme partie prenante de la guerre, ce qui est intéressant, ce qui permet de voir quel est leur rôle, comment est redéfini leur rôle au sein de l'espace de la cité et au sein des institutions de la cité, puisqu'elles prennent activement beaucoup part à la guerre. Elles ne sont plus tenues à l'écart. Je ne sais pas à quelle heure il est. Je crois que j'ai dépassé à peu près mon temps. Après, une question si vous voulez un peu plus avant. Mais donc, pour conclure cette présentation, j'espère avoir pu vous montrer que la polyurcétique apparaît une guerre particulière, à nul autre pareil, qui met en jeu la survie même de la cité. Avec une guerre qui introduit des modalités nouvelles, donc une longueur, une extension temporelle, une certaine passivité des différents camps en présence, une guerre qui est souterraine et majoritairement psychologique. J'espère aussi vous avoir montré de façon intéressante que la polyurcétique évolue pendant toute cette période, pendant ces 2 siècles que j'ai choisi d'étudier, et qu'au cours de ces 2 siècles, c'est un type de guerre qui prend de l'ampleur. Qui passe du statut de nouveauté, finalement, de guerre de seconde zone, à la guerre royale par excellence. Et j'espère aussi, notamment avec l'exemple des femmes que je viens de vous donner, vous avoir montré que c'est une guerre qui touche profondément la cité en amenant à se modifier à la fois militairement, politiquement et socialement. Ce qui peut être un point de vue privilégié pour le chercheur, pour comprendre comment est perçue la cité par les Grecs, ce qu'est vraiment une cité, et comment elle évolue à l'épreuve du siècle. Et je voulais en profiter pour vous faire part d'une piste, peut-être, de recherche. Est-ce que finalement, la démocratie ne serait pas une conséquence du siège, ne serait pas la type du siège, comme pourraient nous le laisser penser certains auteurs antiques, par exemple le pseudo-Aristote, dans la Constitution des Athéniens, qui nous dit que Pisistrate, tyran d'Athènes, agissait ainsi pour 2 raisons, afin qu'au lieu de passer leur temps à la ville, les paysans restassent dispersés à la campagne, et afin que pourvu d'une honnête aisance et tout entière aux affaires personnelles, ils n'eussent ni le loisir ni le désir de s'occuper de celle de la cité. Et un peu plus loin, il ajoute, dans la 49e année qui suivit la bataille de Salamine, s'engagea la guerre du Péloponnèse, pendant laquelle le peuple, enfermé dans la ville et habitué à recevoir une solde dans les expéditions, se décida en partie de se plaindre et en partie contraint à administrer par lui-même les affaires de la cité. Donc, pseudo-Aristote qui note le début de la démocratie, ou un tournant dans la démocratie à partir du moment où la cité est en état de siège total. Et un autre auteur, le pseudo-Xénophon, c'est la soirée des pseudos, dans la Constitution des Athéniens, qui nous dit, mais en fait, parmi les Athéniens, ceux qui cultivent la terre et les riches sont plus enclins à céder aux ennemis, alors que le peuple, du fait qu'il sait bien que ces derniers ne ravaleront aucun de ses biens, sous-entendu puisqu'il n'en a aucun sur le territoire, vit sans crainte et sans céder. Et donc, finalement, le siège est à l'avantage des couches plus basses de la société, des couches socialement les moins élevées, puisque c'est celles qui ont le moins à perdre dans le siège, et donc le siège favoriserait la démocratie. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est bon. Oui. J'aurais une question. À partir du moment où enfin, déjà, je vous remercie pour la conférence, c'est très intéressant. Et à partir du moment où la guerre du siège est devenue la guerre royale et il y a eu la Macédoine, donc la Macédoine avait quand même tout un empire derrière elle, donc assez pour mobiliser plein de troupes. Et donc dans ça, en fait, il n'y avait plus tellement besoin de guerre d'assaut, parce que lorsque d'assiéger une cité indépendante, c'est de toute façon gagné. Ils avaient plus de ressources. Oui, c'est ce qui est intéressant à voir dans l'épopée, on touche un peu à la chose, puisqu'on touche à l'épopée d'Alexandre, on sort du siège stricto sensu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'épopée d'Alexandre, finalement, les guerres classiques, ce que j'ai appelé hoplitique, où on a un camp d'un côté, un camp de l'autre, et on met des stratégies, des tactiques en place sur le terrain pour battre militairement l'adversaire et ralentir l'armée adverse au moins la mettre en fuite. Ça n'intervient qu'au début de cette épopée alexandrine, puisque
après la bataille d'Ipsos, de Bogamel et de... J'ai oublié de dire, je suis désolé. L'Empire perse finalement tombe aux mains d'Alexandre. Et Alexandre devient une nouveau grand roi. Et à partir de là, il y a effectivement un empire tellement énorme et une telle puissance que ce qu'on constate dans les sources, c'est que la guerre classique disparaît presque totalement, à part quelques combats le long de l'Indus, au moment de la tentative de conquête de l'Inde par Alexandre. On a la guerre, cette guerre classique, qui est remplacée par soit de la guerre au siège, avec des prises de place fortes. Ça se voit lors d'une rébellion à l'est de la Perse, où Alexandre notamment prend lui-même part en sanctionnant part. Ou alors par ce qu'on appelle de la petite guerre, donc de la guérilla. Mais on n'a plus de guerre classique. Donc effectivement, avec l'émergence de ces entités politiques très très fortes, très centralisées, et qui ont une puissance suffisante, la guerre de siège passe au premier plan et finalement remplace la guerre classique. Ce qui va faire qu'on va de nouveau avoir Grèce propre ou Grèce ionienne, les combats, les champs de bataille et tout ça, c'est l'éclatement de l'Empire d'Alexandre, où là finalement on va se retrouver avec des royaumes de puissance à peu près similaire, qui vont de nouveau avoir besoin de recourir finalement à cette guerre symétrique, à cette guerre sur le champ de bataille, et donc on va avoir de nouveau l'émergence de cette guerre classique. Mais on voit qu'on ne perd pas la valeur cyclique avec Rome. Oui. Vous avez dit que du coup la guerre du siège est vraiment développée au 5e siècle, notamment la guerre du Péloponnèse. Comment on explique que dans une source aussi ancienne qu'Homère, on a déjà le modèle complètement établi de la guerre du siège, alors que ce n'était pas forcément dans l'immense réelle? C'est une bonne question. Peut-être, je pense qu'il y a plusieurs axes de réponse. Déjà, parce que, comme je l'ai dit, ce que je voulais dire, c'est que la guerre du Péloponnèse, elle marque un premier tournant. La guerre du siège, elle existait. Mais on ne l'envisage pas comme une solution. Donc, on a l'idée du rempart, qui est infranchissable, et c'est ce qui se passe d'ailleurs au moment de la guerre du Péloponnèse, le rempart est infranchissable. Donc on bute face à une solution, on ne trouve pas la solution. Finalement, la guerre de l'Iliade, c'est une guerre fictive, c'est une guerre homérique qui décrit, c'est très complexe, qui décrit les actions des héros, entre autres choses. Donc, on est beaucoup plus sur un affrontement presque classique transporté sur un siège, j'ai envie de dire, avec l'Iliade, sauf que, effectivement, elle prend une extension temporelle qui est énorme. Il faudrait peut-être le mettre en parallèle avec le cycle thébain, donc les 7 contre-Thèbes, qui sont un autre mythe fondateur, qui intervient un peu avant la guerre de Troie dans la mythologie. Mais ce qu'on constate, c'est que là aussi, Thèbes est assiégée par les 7 chefs. Et quelle est la solution qui est retenue? C'est pas un siège, c'est que chacun des 7 chefs prend son armée, va se présenter devant une des 7 portes de Thèbes, et le roi de Thèbes et les 6 autres généraux prennent chacun un 7e de l'armée, et chacun sort. Donc on n'est pas sur ce qu'on va constater au moment de la guerre du Péloponnèse, et ça prend la question du coup, puisque et dans l'Iliade et dans les 7 contre Thèbes, on a finalement la cité, c'est un prétexte, c'est un arrière-plan du décor. Tout se passe dans la plaine. On vient, on se rend l'information de bataille, on s'affronte, on perd, on gagne, on revient, voilà. Avec la stratégie péloponnèse, on a un refus de ça. On ne sort même pas. On reste dans le but, on regarde le territoire se faire ravager, on va prendre nos bateaux et on va faire la même chose pendant que l'armée n'est pas connue. Nous, on va mener d'autres opérations chez nous. Je ne sais pas si ça répond peut-être à la question. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur Démétrios Poliorcète et ce qu'il a mis en œuvre pour le siège de Rhodes? Alors oui, je peux y revenir, j'ai
j'ai pas d'illustration, j'ai pas de carte. Alors, Rhodes, donc, tout le monde voit à peu près le Rhodes, je pense, parce que l'apparition de carte, pas sûr. Si. Alors, Rhodes, ici. Le ciel. Le siège de Rhodes, c'est pas le siège de toute l'île, c'est le siège de la cité de Rhodes, qui est tout à la pointe de l'île. Et la communauté politique qui régente, enfin, dont le territoire englobe toute la cité de Rhodes et une partie de la Galle, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il met en œuvre? Il met en œuvre plusieurs choses. Déjà, il débarque avec une armée conséquente pour pouvoir fermer l'accès terrestre à Rhodes. Il recrute une marine suffisante pour fermer tous les accès maritimes à Rhodes, l'accès au port. Encore une fois, c'est plus ou moins étanche, mais la volonté est là, et c'est relativement efficace. Et ce qu'il va mettre en place de façon. Donc là, on est sur finalement du siège classique par les Grecs. On rend la cité étanche à l'extérieur. Avant de s'arrêter là, avec Démétrios Poliorcète et avec la domination macédonienne, ce qu'on met en place, c'est des assauts de pontos qui sont soutenus par. Alors maintenant, je ne sais plus tous les équipements qui sont utilisés, mais on a des tourelles sur roue, des tours en bois sur roue pour essayer d'arriver sur le rempart. On a des balistes, des catapultes, des machines de siège pour embattre les remparts qui sont montées sur des navires aussi. On a des béliers qui sont mis sur des navires pour essayer de fracturer les murailles au niveau de la mer. Voilà. Donc on a, et c'est ça en fait qui vaut son surnom de Poliorcète, c'est qu'il arrive à mobiliser toutes ses ressources et sur un temps long, sur plus d'une année, pour essayer de faire plier la cité. Donc c'est ça qui se surajoute en fait à la simple étanchéité de la cité Manhattan, c'est qu'en plus il y a une activité intense de la part de l'assiégeant avec la mise en place de nouvelles machines et de tactiques spécifiques pour prendre de force la cité. Pas en attendant qu'on est après, ou que l'adversaire se rende parce qu'il a cours de vie. Ce qu'on voit beaucoup plus chez les mécanismes. Est-ce que ça va répondre à la question? Oui. Il y avait, alors je ne sais pas si c'est pour ce siège-là, mais il y a Diodore de Sicile qui rapporte l'existence de l'Hélépole. De l'Hélépole. Oui, alors, c'est pour ce siège-là ou je crois que c'est le premier, c'est à Tyr, et après ça se perpétue en fait. Et le principe, c'est On va réaliser la machine de siège avec ça avant de venir. Donc, l'école, il me semble que c'est une tour d'assaut en fait, sur lequel parfois on peut monter une catapulte ou une balise. Mais c'est globalement une tour d'assaut poussée. Et il y avait, pardon, dernière question, des travails de sac. Oui, on a du travail de sac, on en a chez Aîné. Ça existe. On a des travails contre ça. Ça existe. Et là encore, ça demande. Donc ça, c'est plus ancien, comme on dit, chez Aîné, on fait mention. Mais c'est plus ancien, ça prend du temps, ça peut se voir. Ça peut amener l'adversaire à faire une sortie à l'ensemble de la mine. Voilà, faire une contre-mine, l'avancée adverse et se battre dans le tunnel. Oui, ça existe, mais encore une fois, c'est pas seulement une question de est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas avant la domination macédonienne, c'est est-ce qu'on est capable de le mettre efficacement en œuvre. La réponse est parfois oui, mais la majorité du temps, c'est plus coûteux que ce n'est rentable. Et donc, on va préférer d'autres solutions. Le rentable en matériel, ou les trois. Ouais. Ce qui vient d'une utilisation active des murailles et des fortifications avant la période classique, où ça reste plus quelque chose de symbolique et de dissuasif pour pousser à la bataille rangée devant les murailles. Alors,
par utilisation active, tu veux dire, on se bat sur le rempart. C'est ça, est-ce que c'est impliqué vraiment dans le système de défense de manière active? Alors, Ou alors ça reste plus un objet de symbole et dissuasion? Ouais, je vois ta question. Plutôt la deuxième réponse, parce que comme je t'ai dit, avant les améliorations techniques qui viennent notamment à la suite du siège de Syracuse c'est un peu compliqué, mais les machines, les technologies qui permettent les sièges passent notamment par les Carthaginois qui vont tenter d'envahir la Sicile, et ensuite ça va se transporter en Grèce. Donc avant l'introduction de tout ça, le problème c'est que les Grecs ne disposent pas forcément des moyens pour prendre efficacement le rempart. Monter sur le rempart, ou alors c'est beaucoup trop coûteux en homme pour que j'ai envie de le faire. Donc avant ça, la muraille reste plus quelque chose de symbolique, c'est d'ailleurs marque l'indépendance de la cité, la muraille, mais justement parce que c'est un obstacle qu'on n'arrive pas à franchir. Donc c'est actif dans le sens où ça empêche l'adversaire de rentrer, mais c'est passif dans le sens qu'on va rarement se battre dessus. Voilà. Et du coup, on va régler ça de façon plus classique, on va rencontrer l'adversaire dans la plaine, et le gagnant, enfin, on va finir par signer un traité, et le gagnant va exiger de l'adversaire la réparation, une soumission, autre chose. Pardon. Quand il y avait un siège qui devait être fait notamment sur international, les munitions, les machines de ciel, comment est-ce que ça a été amené par la cour sur place? Alors, les munitions spécifiquement des machines de ciel. Spécifiquement les munitions des machines de ciel. Alors, les munitions et les machines de ciel. Il me semble, je ne suis pas spécialiste des machines, encore une fois, mais il me semble qu'on ne construisait pas les machines sur place à partir de. Ça a dû exister, mais ce qui se passait sans doute majoritairement, et dans le souvenir c'est ça, on amène les machines en pièces détachées, on les construit sur place. Avec les ingénieurs, les personnes compétentes pour calculer les risques j'imagine mal, ça prendrait vraiment beaucoup de temps de créer une machine performante sur place. C'est pas impossible, ça ne semble pas. Pierre, tu as une question? C'est la Chine de guerre, ça a été construite avant. Est-ce qu'on a des sources sur comment et où elles étaient stockées? Peut-être. J'avoue que ça, c'est pas mon sujet. Il y a une thèse des années 80 de Yvon Garland sur la question sur les machines de ciel. Il s'est beaucoup intéressé à ça. Donc, Garland, G-A-R-L-A-N. Ça s'appelle globalement là-dessus. Donc, je suis même pas sûr qu'il parle du stockage. Chez les praticiens, on n'a pas ces mentions-là en fait. Parce qu'on voit très peu de machines, on voit des machines à l'œuvre, on voit comment détruire un millier, on voit comment défonctionnaliser les catapultes, on voit comment contrer le sac. Mais on ne dit jamais à un moment c'est stocké à tel endroit. C'est un peu une zone grise. C'est-à-dire que soit c'était trop évident pour eux et du coup ça ne valait pas la peine d'être mentionné dans la source, soit c'était trop anecdotique pour que ce soit important. Je ne sais pas si il ne semble pas qu'on parle de plein de choses, mais pas de ça chez les tacticiens. Après, c'est aussi possible que ce soit dans un ouvrage qu'on ait perdu sur les préparatifs de guerre ou sur l'intendance. Peut-être, sans doute sur l'intendance, on parlait beaucoup plus de comment préparer, enfin comment, dans le temps, stocker les choses, mais sans rien. Il y a des questions? Voilà. Je sais pas quoi ajouter d'autre
si ce n'est merci à tous pour votre attention. Et puis, bon, si vous avez des questions un peu plus tard, vous pouvez répondre. Merci. Voilà, c'était la présentation sur la première série sur les Grecs. Et pour ceux qui le souhaitent, pour rester un peu discret parce que c'est pas. Voilà. Mais il y a un petit pot avec les gâteaux, des boissons si vous désirez, vous posez des questions si vous avez des questions un peu plus tard, qui vous reviennent, discutez simplement. C'est sur la sauce.